Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h. Bonjour et bienvenue sur votre émission Le Point 7. Nous sommes vendredi et encore les débatteurs sont en studio avec moi pour décortiquer l'actualité au plan national et international. Et cette semaine, on a quand même eu le classement 2022 de Reporters sans frontières. Le Bénin perd 7 places. Nous sommes désormais 121 sur 180 pays. Est-ce que véritablement le fossé de la liberté de presse se creuse au Bénin? Les débatteurs sont là. On va en parler. Rencontre partis politiques, médiateurs de la République. Quel impact sur le processus législatif en cours? Dans ce numéro, on en parle à l'international. Nouvelle escalade entre Paris et Bamako. Voilà donc les sujets qui vont polariser notre attention pendant les 52-55 prochaines minutes. Chers débatteurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Peggy, bonjour chers auditeurs. Là, c'est Hilarion Caillan, il se signale, le DG de Défi Info. Julien Kitty, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour à tous. Voilà, ce week-end qui démarre, on va assister à l'inhumation de l'ancien secrétaire général de la mairie d'Abomey-Calavi, Sébastien Kessiklounou, qui malheureusement nous a quittés. Hilarion Caillan, que peut-on retenir de l'homme très rapidement, en quelques secondes? Bon, pour ceux qui connaissent comme moi Sébastien Kessiklounou, il fut un très bon cadre. Simple, loyal, très humble. Sébastien Kessiklounou fut l'un des éléments qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à un moment donné au développement de la commune d'Abomey-Calavi, n'en déplaise à la dernière situation triste qui l'a conduit malheureusement à la mort. L'essentiel aujourd'hui, c'est que son âme repose en paix. La nourriture des morts étant la prière, que tous ceux qui l'aiment et qui l'ont aimé soient en union de prière pour que son âme repose véritablement en paix. Donc on va prier vraiment. Adieu Sébastien. On va prier pour le repos de son âme. Julien Kitty, vous connaissiez l'homme? Ben oui, d'abord je m'incline sur sa mémoire en disant paix éternelle à son âme, parce que je veux pas dire contrairement, moi le sens que je donne à la mort, c'est une séparation qu'on ne finit jamais de ressentir, parce que on ne finit jamais de se rappeler les moments qu'on a eu à passer avec cette personne. Feu Sébastien Kessiklounou, je l'ai rencontré pour la première fois dans le cadre d'une formation que je donnais à un groupe important de politiques, d'acteurs politiques, dans la perspective d'une élection où je devais les former en prise de parole en public, en animation de campagne et tout. Et j'ai pu noter son humilité, comme M. Caillon le disait tout à l'heure. C'était le monsieur qui voulait en savoir plus, qui voulait partager avec vous les limites que lui il avait par rapport à certaines choses. C'est un bon cadre, donc il a des compétences, il avait des compétences, mais il disait, mais il a un plus. Et vous voyez, quand vous allez à ces genres de communication ou de formation, vous avez des gens qui vous écoutent. Et vous séparez, ça les intéresse, mais il y a d'autres qui gardent le contact avec vous et qui sont dans cette quête permanente, donc de quelques connaissances. Et moi aussi, j'en ai beaucoup appris de lui pour les échanges qu'on a eus. C'est là où j'ai compris que c'était quelqu'un d'expérimenté, mais qui était très, très effacé. Donc, vous allez voir dans le personnel politique assez connu dans la 6e circonscription électorale, c'est quand il a été secrétaire général de la mairie d'Abomey-Calavi que beaucoup plus on entendait parler de lui. Mais quand vous revisitez son histoire, il a été dans l'ombre de beaucoup d'acteurs politiques et donc il était aussi technique politique. J'étais d'abord surpris des ennuis de justice qu'il avait, mais comme en matière de justice, il faut toujours attendre l'issue. Bon, dans cette affaire qui l'a conduit en prison, c'est beaucoup de choses qui ont été entendues, qui ont été dites, que nous savions aussi. Et donc, on ne va pas refaire ce débat. Et j'espérais qu'il ressorte de cet engrenage et qu'on se revoie et tout. Mais malheureusement, la santé a pris un coup. Il est parti. Seul Dieu connaît les circonstances
le jour et l'heure où chacun va rejoindre le royaume, le royaume céleste. Voilà, paix à son âme, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Vraiment paix à son âme et vraiment nos condoléances à sa famille et pourquoi pas à sa famille politique. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Nous allons parler de nous-mêmes. C'est quand même notre métier, c'est notre marque. Ce milieu-là nous connaît, c'est bel et bien le classement de Reporters sans frontières qui place le Bénin, comme je le disais à la table de cette émission, 121e position. Hilarion Kenyon, est-ce que ceci est justifié? J'ai écouté Maître Salami Bastien, président de la commission cadre de presse, éthique et déontologie, qui n'est pas du tout d'accord, qui ne se retrouve pas dans ce classement-là. Merci Peggy. En fait, c'est évident que Maître Salami ne se retrouve pas dedans. Maître Salami... Il est pourtant à la HAC. Il est proposé à la HAC, il n'est pas élu à la HAC. Il est proposé par le pouvoir à la HAC. Proposé ou pas, il est quand même conseiller à la HAC. Je ne suis pas sûr que institution régulatrice de la presse au Bénin. Je ne suis pas sûr que nous autres, nous avons envoyé là-bas puissent tenir son discours. Ce n'est pas sûr. Parce que nous avons connu la presse d'hier, on connaît la presse d'aujourd'hui. Et si on va s'attarder à faire un peu la comparaison, nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le classement n'est pas étonnant. Vous avez vu combien de personnes... Il est vrai, le classement? Attends, mais s'il faut me donner de le faire, je risque de faire pire que ça. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu combien de personnes ont fait la prison pour la parole? Vraiment. Pour avoir tenu sa plume sous ce système, malheureusement. En plus de ça, vous avez vu les acquis que nous avions eus dans les années antérieures, ils sont devenus quoi? Je parle par exemple de l'aide de l'État à la presse qui est consacrée par la loi. Depuis près de 4 ans, on n'a plus l'aide de l'État. C'est vrai que... Même plus de 4 ans, parce qu'il y en a eu qui ont été entassés, qui n'ont même pas pu être gérés. Près de 5 à 6 ans de rattrapage, mais qui n'ont pas abouti. Nous sommes partis de l'aide de l'État pour aller à la création du fonds, le FADEM. Et c'est consacré par la loi. Malgré tout, on a mis les fêtiers ont fait leurs propositions, ils ont envoyé leurs représentants, l'État a envoyé, mais l'État central a refusé de mettre les moyens à disposition. Pourtant, la loi n'est pas abrogée. La loi est en cours, mais bon, on ne sait pour quelle raison les exécutifs s'opposent à son application. Pourtant, la loi est votée, elle a été mise en exécution, le décret d'application est sorti, mais pour des raisons qui leur sont propres. Le fonds qui va faire fonctionner le FADEM n'existe pas. Et donc nous tournons depuis 5 ans, on ne sait pas ce qui dit l'autorité. Nous avons essayé en passant, il faut vous rappeler, je suis le secrétaire à la communication du patronat de la presse. Donc ce que je parle, je maîtrise ça. Ce que je dis, je le maîtrise bien. Et donc, il faut dire que dans de pareilles circonstances, c'est évident que les gens remarquent que la parole est embrigadée. Vous remarquez que l'exécutif a tendance à ne pas laisser le journaliste s'exprimer. Pourquoi vous dans le tous dites? les pays. Il y a quand même, qui veut, comment dire, cette rencontre hebdomadaire que tient le porte-parole du gouvernement avec le gouvernement les qui médias. Parle, le gouvernement qui parle. Vous voyez, il faut être très courageux pour permettre de donner les moyens à ceux qui vont te critiquer. Il faut être très courageux. C'est en cela qu'il faut remercier le général Kérékou, sur qui nous avons pu lutter à avoir l'aide de l'État. C'est lui, c'est lui qui a consacré l'aide de l'État à la presse. Et puis qui est encore l'un des fonds les plus bas de la sous-région. Ouais. Mais malgré ça, c'est que 300 millions. Ça sortait sous lui et le président Yahi a augmenté. Il a fait une légère augmentation. Et maintenant, après, c'est passé à 1 milliard, qui n'a jamais été une réalité. Non, nous l'avons jamais eu. Nous l'avons jamais eu, mais aussi le fonds n'a jamais été augmenté à 1 milliard. Nous sommes toujours non, donc c'était des intentions. C'était des incantations. Sinon, il y a eu. Je ne parlerai pas ce n'est jamais sorti. Et donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est que nous sommes en face d'un système qui semble ne pas donner la liberté réelle à l'exercice de ce métier-là. Je le disais, si le FADEM fonctionnait, on trouvera, la presse va s'assainir d'elle-même. Aujourd'hui, nous avons tendance à remarquer que, on ne sait même pas de quelle sauce on veut être préparé. Toutes les tendances, les demandes d'audience, toutes les tendances, toutes les démarches. On a eu cette semaine qui s'achève, ou l'autre semaine, Zakiat Latonji, Évariste Kodonon, les deux présidents des deux fêtières, qui ont été reçus par la ministre du numérique, où ils sont allés présenter véritablement les problèmes qu'ils ont, les problèmes que les associations ont à pouvoir fonctionner. Pendant que nous avions un ministère de tutelle, on présentait les doléances, ça n'a jamais donné quelque chose. Maintenant qu'on n'en a pas.
qu'est-ce qu'on va dire? Quel est le ministre de tu peux dire maintenant quel est le ministre de tutelle de la presse alors C'est le ministre du numérique, non? Bon, tu l'as su il y a combien de temps? Bon, avec ce déplacement des deux présidents. Nous avons un problème réel. Nous avons un problème d'abord de tutorat. On vient de nous donner une tutrice il n'y a pas longtemps. C'est après avoir fait les organigrammes qu'on s'est dit, bon, ceux-là, il faut les glisser là. Et ajouter à ce que le fonds FADEM n'est pas mis à disposition. On ne sait même pas si demain ça sera mis à disposition. Dans tous les pays, il faut remarquer que le premier partenaire de la presse reste l'État central. À travers les directions décentralisées. Aujourd'hui, depuis l'avènement de la rupture, tous les contrats de partenariat ont été suspendus avec les sociétés d'État. Et donc, les organes, du coup, disparaissent à petits coups. Il n'y a plus de moyens de fonctionnement. Aujourd'hui, dans notre atmosphère politique au Bénin, quel organe peut survivre de par ses propres moyens? Les rares qui sont en train de travailler encore comme vous, c'est qu'il faut vous féliciter. Mais vous aussi. Parce que oui, mais attends. Défi Info paraît toujours. Mais comment il y a beaucoup de titres, il faut le dire, qui ont disparu. Beaucoup de titres ont disparu. C'est normal. Et aujourd'hui, les moyens s'amenuisent. C'est peut-être les pages, les unes, qu'on fabrique et qui sont distribuées sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on assiste à ça beaucoup. Mais l'assainissement devrait venir, mais on ne peut pas. Aucune fêtière ne peut se lever aujourd'hui pour dire je veux assainir ce milieu parce que. Je veux empêcher un titre de paraître. Tu ne peux pas. Avant de le faire, toi-même, tu n'existes pas encore. Mais comment Défi Info réussit à apparaître malgré tout? Nous sommes de l'expérience. Après 25 ans, écoutez, tout le monde n'est pas mauvais. Aujourd'hui, on vit du relationnel, de l'expérience. Il n'y a nulle part, quelque part, que tu vas dire j'ai un partenariat de 500 francs que tu peux avoir à la fin de ce mois. Il n'y en a plus. Ça n'existe pas. On est tous à la recherche du financement alternatif. Wow. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il n'y a rien nulle part. Ou bien quelqu'un te donne 500 000 quelque part, il va t'épuiser et tu seras au regret de prendre ce fonds-là. Et donc, c'est pour dire que aujourd'hui, ce classement n'est pas un classement fait au hasard. Ajouté à tout ça, ce que nous avons gagné par la main gauche, on le perd par la main droite. Nous avons gagné la dépénalisation des délits de presse. Mais au même moment, on nous arrête quand on publie nos unes sur les réseaux sociaux et qu'un kidam se lève pour dire qu'il y a un écrit sur ta une qui est diffamatoire, on t'arrête. Justement, sur ça, on va entendre un peu Julien Kitty sur la question, comment on peut comprendre que Julien Kitty, des journalistes qui portent fièrement leur nom, qui ont un organe d'appartenance, publie des articles, mais parce que c'est relayé sur les réseaux sociaux, c'est le code du numérique qui leur est appliqué au lieu que ce soit le code de l'information et de la communication. Comment on peut expliquer la chose aujourd'hui? Il paraît que c'est la préférence de nos amis les juges. Non, je pense qu'il ne faut pas accuser les juges. Le juge, je ne suis pas en train de faire ici un coup de droit, mais le juge, il part de l'orientation de la plainte dont il connaît. Le dossier dont connaît un juge, il regarde qu'est-ce que celui qui se plaint, de quoi il se plaint, qu'est-ce qu'il réclame. Alors, celui qui se plaint dit, il a été écrit contre moi quelque chose, j'estime que c'est diffamatoire, je demande à ce que justice soit faite, que celui-là donc soit sanctionné et que même des dommages me soient payés. Le juge interroge tous les moyens juridiques dont il dispose, l'arsenal juridique qui existe. Et quel est le moyen qu'il utilise, quelle est la disposition légale qui lui permet, si celui-là avait raison, donc d'appliquer la loi en sa faveur, ou si celui-là avait tort de lui dire, je n'ai pas, au regard de telle disposition légale, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour donner une suite favorable à votre plainte. Mais si le juge laisse le code du numérique qui existe, qu'on a laissé exister, et qui prévoir qu'une fois que l'élément est passé a été diffusé par voie numérique ou électronique, qu'on peut se baser sur ça et condamner celui qui est mis en cause. Si le juge laisse cette disposition et dit au nom des dispositions du Code de l'information et de la communication, puisque c'est un journaliste, donc on ne le condamne pas à une peine privative de liberté, mais celui qui donc ça veut dire que c'est le désir du plaignant. Voilà. Non, c'est le désir du plaignant qui prévaut alors. Non, pas du tout. Pas du tout. Le juge regarde, il dit, est-ce qu'il y a une disposition qu'on peut m'opposer si je dis, j'applique simplement le code de l'information? Alors, je vous pose la question suivante. Oui. Quelle est alors la protection ou, comment dirais-je, oui, on va dire le privilège
du journaliste d'être spécialiste des questions de l'information. Alors, lorsque nous rentrons, nous nous positionnons comme journalistes ou nous nous positionnons comme du côté des médias, quatrième pouvoir, tout ce qu'on dit de façon ronflante là de notre corporation, on pourrait dire la loi qui s'applique aux journalistes, à la corporation des professionnels des médias, c'est le code de l'information et de la communication. Mais attendez, le problème, mais moi je me pose la question de savoir pourquoi on laisse vivre le code du numérique avec ces dispositions-là qui contredisent le code de l'information et de la communication bien arrivé, une seule journée. Bonne arrivée maintenant. Donc à partir de ce moment, je me suis toujours dit, à plus de 75%, si vous ne voulez pas subir un certain nombre de choses, il faut marquer son territoire, il faut exiger par tous les moyens, en fait une question de vie ou de mort, que d'arrêter l'existence de la disposition ou des conditions terreau-fertiles de l'application de ces dispositions qui sont contre nous. Je ne vois pas suffisamment, nous sommes dans la fièvre de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Il faut qu'on se dise la vérité. On me dira quelle est la partition que vous jouez, mais c'est déjà de rester constant dans mes prises de position, c'est de dire toutes les associations professionnelles, tous les professionnels des médias, au lieu de chacun de nous, au lieu de laisser les associations, les responsables des associations aussi dire bon voilà, c'est eux qui vont lutter seulement pour nous. Que les professionnels des médias béninois aussi aujourd'hui se lèvent comme un seul homme pour dire c'est même pas juridiquement correct qu'il y ait deux lois qui s'appliquent à la même personne, d'accord, qui a le même statut et que les deux lois se contredisent et que après, parce qu'on veut le condamner, qu'on fasse le choix délibéré de prendre la disposition qui permet de le condamner. Parce que quand on va à la base du droit, ce que vous avez écrit n'a pas changé. Que ce soit publié sur papier ou sur les réseaux sociaux. Le titre que vous avez fait n'a pas changé. Et vous, la personne qui avait écrit, vous n'avez pas changé, vous n'avez pas changé de statut. Il y a une loi qui dit, même si il était établi que vous avez diffamé, on ne peut pas vous condamner à une peine privative de liberté. Mais à côté, une autre loi, dans la même République, dit qu'il faut vous condamner. Ça veut dire que le juge, c'est pourquoi je dis, moi j'ai pas envie d'aller accuser les juges. Le juge, si la possibilité ne lui était pas, n'existait pas, qu'il aille chercher la disposition du code du numérique pour condamner un journaliste, il ne le ferait pas. Oui, même si, entre-temps, il avait envie de condamner un journaliste. Donc, à l'occasion, que toutes les associations qui se taisent beaucoup plus aujourd'hui décident de mener cette bataille, qu'ils disent à tous les amis, autant qu'on a des amis députés, petite mise au point, Julien Kitty, petite mise au point, c'est que les associations ne se taisent pas. Il y a eu quand même la démarche de la présidente de l'UPMB vers le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Cotonou. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Plaider, notamment, le choix. C'est une mauvaise démarche. Le juge ne vote pas. La structure à laquelle ils doivent s'adresser, c'est le Parlement. Il faut faire des lobbies pour aller voir les députés. Le juge applique les lois qu'on lui met à disposition. Il exécute. Il n'invente rien. Il est là, il vote la loi. La preuve, le juge a dit à Zakia Latoundi, c'est bien votre démarche, mais bon, demandez à vos confrères aussi d'exercer leur métier avec professionnalisme. Déjà que eux-mêmes juges n'ont pas oublié encore des critiques qu'ils ont essuyées d'autres confrères et pour lesquels ils ont dû sortir un communiqué presque menaçant. Et donc, c'est la presse qui se retrouve en situation de vulnérabilité par rapport à la loi. Et tant que la loi sera là, elle sera appliquée. Donc, qu'un jour, moi, que je vois des journalistes, ici, il y a eu des journalistes, on a porté un directeur général de la police nationale a porté un coup à un journaliste dans ce pays. Ouais. Il y a eu une marche. Il a senti passer comme le dirait l'autre. Les journalistes, c'est du beau monde. C'est une démographie assez forte. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas faire des actions en direction du Parlement, demander à ce que le Parlement révise ça. Dès que le Parlement va réviser, et c'est la Constitution du Bénin qui autorise que les citoyens fassent le plaidoyer en direction des députés. Si le président de l'Assemblée nationale n'est pas en train d'entendre, peut-être si on lui en parle, on peut susciter, on peut parler avec des députés qui ont obligation d'écouter. On peut faire des pétitions. Des pétitions, pourquoi pas? C'est des initiatives qu'on peut aller faire des sit-ins aussi. Oui. Et je pense que si depuis des années, c'est chaque fois quand on condamne un journaliste, à part du coup, bien que ça réapparaît. Alors, il a dit Crayon, pourquoi alors ce temps-là a disparu chez les journalistes au Bénin? Pratiquement, on ne réagit plus, tout se passe comme si, on est dans une espèce de lassitude. Mais il y a quand même de vrais problèmes. Par exemple, celui-là,
on ne comprend pas pourquoi le combat n'est pas porté. Vous, au niveau du CNPA, qu'est-ce que vous faites? Vous avez raison. Tout est malheureusement fonction de ceux qui gèrent les fêtiers. Il faut dire la vérité. Je suis dedans. Tout est fonction de ceux qui gèrent les fêtiers. C'est pas les mêmes personnes qui géraient les fêtiers hier qui sont là aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, c'est le moment d'inviter les gens à nos assemblées générales, de prendre des gens qui sont disponibles pour les fêtiers. Ceux qui sont prêts, ceux qui se nourrissent du métier. Il n'y a que ceux-là qui peuvent s'y consacrer. Mais le combat a quand même été rude pour qu'on puisse avoir les différents bureaux qui sont là. C'est pas des gens qui se sont autoprogrammés. Le combat a été apparemment rude. C'est pour quel objectif? Là, ils n'ont pas de vision. Quand vous voulez venir, quelle est votre vision vis-à-vis du métier? Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais c'est pas comme ça, on veut pas un président, on prend président. On prend président, on prend président. C'est ça qu'il s'agit. Hier, vous avez remarqué, on a pris des présidents qui se nourrissaient typiquement du métier. Aujourd'hui, il n'avait pas d'à côté, comme on le dit. Voilà. Ça devient secondaire pour d'autres. Et du coup, vous ne menez plus le même combat. Pendant que toi, tu mènes le combat de ta survie, lui, il met ça en seconde position. C'est un combat c'est un effet de distraction. C'est quand il se sent libre qu'il consacre le peu de son temps à ça. Mais ça doit être différemment mené comme combat. Et donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est ça. C'est pas, les juges n'ont pas de problème. C'est le Parlement. Et puis, c'est des décisions hautement politiques. Des lobbies, il faut aller voir d'abord l'exécutif, mettre le ministre en complicité, aller voir le président de l'Assemblée. Vous avez vu la présidente de l'INF qui allait plaider en faveur de la réélecture d'une loi. C'est la démarche à suivre. Alors, ça c'est une démarche. Ça c'est un lobby. C'est des actes comme ça qu'il faut faire quand on veut corriger quelque chose. Aujourd'hui, on n'a rien fait. Comment est-ce qu'on peut corriger? Dans la sous-région, nous sommes l'enfant malade. On nous arrête à tout bout de champ. Le juge en prison. Les deux lois en sa position. Et il choisit selon son humeur, il prend ce que lui veut. Ce qu'il arrange. Et il a raison. Vous avez amené, c'est les politiciens qui nous gèrent, qui nous amènent comme ils veulent. Puisque le Parlement, c'est un lieu par excellence de la politique. Mais pourtant, nous sommes les faiseurs de politiciens. Est-ce que nous nous connaissons comme tels? Voilà. C'est le problème réel. C'est tel que tu te mets sur le marché qu'on va t'acheter. C'est cela. Oui, tu te dis, achetez-moi à 20 francs. Les gens vont m'acheter jusqu'à 5 francs. C'est nous-mêmes qui nous malmenons. Après, on s'attaque aux gens. Les députés nous donnent des miettes. L'essentiel maintenant, nous tendons maintenant vers la fin des mandats des fêtières. C'est qu'il faut choisir des gens disponibles, suffisamment disponibles pour mener les lobbies, pour aller voir des gens qu'il faut pour que la voix soit portée. Je vous ai pris tout à l'heure le cas, par exemple, de la présidente de l'INF, qui veut telle chose en faveur des femmes en matière de partage des héritages. Elle est allée voir qui il faut. Et donc, il faut déterminer avec elle les lobbies possibles pour que ce qu'elle veut soit. C'est ça. Mais c'est ça qu'il faut. On peut rester devant nos micros à crier pour dire il faut. Non, qu'est-ce qu'on a pu faire pour que ça soit fait ainsi? Second palier, par rapport au contrat qui lie les organes de presse à l'État. Mais il faut que ça revienne. Parce qu'en fait, l'organe ne se nourrit que de ça. Un organe qui paie les mêmes tasses que les boulangers, que les pâtissiers, que les quincailleries. On paie les mêmes tasses. Ils ont besoin de marché. On ne s'est même pas soustrait des tasses. On paie les mêmes tasses. Pourtant, on fait un travail quelque part où le social s'invite. Ouais. Bon, donc il y a ces genres de choses qui font que de plus en plus, on tend vers la disparition des organes des entreprises de presse. Il faut que l'État doit être le partenaire principal des organes de presse privés. On n'est pas organe de presse publique, c'est organe de presse privée pour la plupart des fois. Et il faut que que l'arrestation, la mise en détention soit ne soit pas qu'on ne démarre pas la règle. Ne soit pas la règle, mais que c'est l'exception. Voilà. Et qu'on ne soit pas là, dit bon, il a fait quelque chose, non, on a amené sur Facebook, il faut l'arrêter. Sur WhatsApp, il faut l'arrêter. Ça fait même pas bonne image. Nous avons, même si les députés ont voté ça, il faut que, arriver à un moment donné, dans l'application des tests, que les juges eux-mêmes sachent que, bon, nous sommes devant le peuple, nous sommes devant le monde, il s'agit du Bénin quand même, et que le bon sens les oriente à appliquer les tests qu'ils doivent appliquer pour que le journaliste soit puni de l'acte qu'il a commis, mais pas mis en détention. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est pas parce que on t'a remis couteau, hache, fusil pour dire tuez-le que tu vas se tuer. Il faut voir si l'animal qu'on veut tuer, est-ce qu'il est si féroce? Est-ce qu'il est si dangereux? Est-ce qu'il faut le tuer? Est-ce qu'il faut le tuer vraiment? Est-ce qu'on peut pas lui parler? Est-ce qu'on peut pas le chasser avec un bâton? Faut pas le chasser avec un caillou? Faut pas que la première action soit de dégainer sur cet animal pour l'abattre. Et c'est en cela que je vais demander la clémence des juges. C'est vrai, c'est pas eux qui ont voté les lois, ils les appliquent. Mais
qu'ils sachent aujourd'hui que le Bénin a été à un moment donné la vitrine de la liberté de presse dans notre pays. Et perdre ça, ce n'est pas bon pour notre image. Ce n'est pas bon pour ce que nous vivons. Même le Togo tout près, qui est vu comme un pays à dictature depuis lors jusqu'à nos jours, dépénalise les délits de presse. Alors. Mais aujourd'hui, au Bénin, tu as peur, même dans nos débats, quand tu as tendance, mais toi aussi, je vois tes peines par moment, quand je vais exagérer dans certains commentaires, je vois tes peines. On va quand même pas exagérer. Les sueurs commencent pas à sortir comme si tu n'étais pas dans un studio thématisé. Voilà encore la liberté dont on parle. Tu as déjà peur quand on veut aller à des endroits donnés. Ah, il va où? Tu as tendance à arrêter les gens. Ouais. Parce que tu te dis, demain, qu'est-ce que ça va me dire? Je ne veux pas aller devant le juge. Il faut que le Bénin redevienne ce qu'il était en termes Mais on doit quand même faire le métier comme ça. Vous avez vu le président Macron quand il était en campagne? Quelqu'un qui dit, mais écoute, quittez là, vous avez trahi le peuple tout le temps. Je ne voterai pas pour vous. Votez pas pour vous. Vous allez voir ça ici, dans quel pays africain? Vous êtes en train de parler, on va tirer sur vous déjà. Donc un pays qui est libre, c'est déjà un acquis. Il faut que les gens se disent que la liberté est la première des choses. L'homme qui ne mange pas, qui n'a pas la liberté de dire ce qu'il veut dire, qui n'a pas la liberté d'écrire ce qu'il veut écrire, c'est un bombe à retardement. C'est une bombe à retardement, il faut que les gens le sachent. On ne peut pas priver des gens de manger, les priver de parler. Ils seront constipés. Quand la constipation va atteindre un certain degré, le ventre va s'éclater. Et donc, il faut éviter les bombes à retardement. Libérons la parole. Évitons que les gens aillent en prison parce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont écrit. Le Bénin a dépassé ça. Pourtant, la conférence nationale a conjuré ce sort. Alors, et que les moyens soient mis à disposition des gens qui veulent vous critiquer. C'est un dépassement. C'est du dépassement. C'est de la hauteur. Et Julien Titi a parlé de courage. Il faut être courageux pour donner les moyens à quelqu'un qui vous critique. Oui, mais encore que le chef de l'État béninois, c'est l'un des plus courageux chefs d'État de la sous-région, de par son comportement et ses actions. Il a toujours dit. Pardon? Il ne laisse pas passer. Quand vous commettez une erreur, une faute, vous devez subir. C'est ça de la rigueur. On ne dit pas, mais le courage doit l'amener à rendre un peu plus libre le partenariat entre la presse privée et les partenaires. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de la contradiction entre la personne qu'il est en train de montrer qu'il est et l'acte qu'il pose sur le terrain. Il faut laisser la presse être libre. Ça va à tout son avantage. Ce n'est pas autre chose. Et donc, Julien Titi, un mot pour conclure. Le souhait, c'est que pour le classement prochain, qu'on soit premier. Non, moi j'ai envie. Ça relèverait du miracle. Moi, j'ai envie d'attirer l'attention sur quelque chose. Partons des raisons qui ont motivé le législateur avant à aller dans le sens, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, vers la dépénalisation des délits de presse. Pourquoi? Ça, c'est la genèse de ce combat-là. Pourquoi c'était ça la règle? Parce que la matière sur laquelle travaille un journaliste est spécifique. Elle est différente des autres matières. Ce n'est pas une fabrique de tomates. C'est clair. D'accord? Vous pouvez vous lever un matin et dire « je ne veux pas manger de la tomate. Je ne veux pas manger du riz. » Mais vous ne pouvez pas vous lever un matin et vous priver d'informations. Ce n'est pas possible. Allez interroger la constitution du pays. Je parle de la constitution. Est-ce que vous savez que dans les droits reconnus aux citoyens, il y a le droit d'avoir accès à l'information? Et qui a pour métier de collecter, de traiter, de diffuser cette information? C'est le journaliste. C'est cela. Et donc, il fait ce qu'on appelle une œuvre d'utilité publique. Donc, c'est déjà dérangeant que les gens considèrent que le journaliste, le travail qu'il fait, l'entreprise de presse, est comme les autres entreprises, donc doit être assujetti aux mêmes obligations déjà fiscales. Ensuite, doit être traité comme tous les autres justiciables. Parce que lorsque 9 fois le journaliste est en train de donner la bonne information, il est en train de risquer sa vie pour aller enquêter et dénoncer ce qui va mal. Est-ce qu'on peut estimer la contribution de l'œuvre des journalistes à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption? Interrogeons notre histoire. Et donc, moi, je pense que il semble que dans le débat, et nous-mêmes, on a cette responsabilité de n'avoir pas suffisamment marqué notre territoire, je le dis, mais tant qu'on va continuer à regarder les entreprises de presse comme toute autre entreprise juste commerciale, on ne pourra pas s'en sortir. Et tout est lié. On parle aujourd'hui de la qualité des productions des journalistes. Mais tant que les entreprises de presse ne fonctionnent pas comme cela se doit, n'existent pas, n'ont pas les moyens qu'il faut. Vous et moi, et certes, je parle à deux personnes qui ont, ne serait-ce que
quelques années quand même, de plus que moi d'exercice dans la profession, mais on a eu quand même pour dénominateur commun d'avoir vu l'époque où, dans une rédaction, vous aviez des desks, des services qui fonctionnaient, vous avez plusieurs journalistes. Moi, j'ai été amené à diriger des desks où je faisais ma conférence de rédaction d'abord au niveau de mon desk avant d'y aller. Et j'avais une obligation de résultat. Il y avait une concurrence saine. Tu savais que pour être à ce niveau-là, il fallait avoir un background que tu apportes au métier. Il fallait avoir une maîtrise de la langue. Il faut avoir des techniques de collecte de l'information, de vérification. On avait commencé par dire, on a un problème d'accès aux sources d'information. Pendant qu'on est en train de mener cette bataille-là, pour avoir accès aux sources d'information, voilà, on nous amène le code du numérique qui vient contredire la dépénalisation des délits de presse. Donc, si aujourd'hui quelqu'un rentre dans la profession et que il est dans une rédaction où son directeur de publication ou son rédacteur en chef n'ont pas les moyens de le payer comme cela se doit, et ils ont en même temps des difficultés pour exiger de lui qu'il aille à toutes les étapes de recoupement d'informations. Et donc, ces cas dits de diffamation peuvent arriver. Mais il faut voir combien de fois ça arrive par rapport à combien de fois nous servons la population. Et sur la question, je suis d'accord avec M. Kenyon qui dit que oui, il faut que l'État revise sa position. Et nous allons tous faire le lobby pour qu'on en arrive là. Et que la HAC, qui est d'abord une institution de protection de la liberté de la presse, joue son rôle. Quand on interroge les tests, la HAC n'est pas d'abord une institution de sanction. C'est d'abord de protection de la liberté de la presse et donc de renforcement. Elle régule. Et pour dire, si vous faites comme ça, ça va être bien. Quel est le dispositif? Jusqu'aujourd'hui, là, la HAC, par exemple, du Bénin, là, peut donner la preuve de quelle expérience en termes de régulation des nouveaux médias, de la circulation de l'information sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est la HAC qui devrait d'abord faire l'expérience de la mise en place des outils efficaces de régulation de l'information sur le numérique, sur les réseaux sociaux, et pouvoir maintenant donner de la matière en discutant avec les professionnels des médias pour que on puisse faire des suggestions pour que le Parlement récupère pour dire, parce que c'est nécessaire quand même de réguler tout à fait les réseaux sociaux, d'accord, et faire la différence entre le rôle des journalistes, les publications des journalistes sur les réseaux sociaux et les publications des simples citoyens. Tout le monde est mis dans le même panier et je pense qu'on s'est trompé en voulant sanctionner le journaliste comme n'importe quel web activiste, n'importe quel influenceur qui peut dire qui n'a pas été formé pour le métier. Et donc je pense que si on essaie de régler ça, mais une fois encore je répète, il a donné l'exemple de la présidente de l'Institut national de la femme tout à l'heure. Observez que Mme Prudencio, quand elle va vers un responsable d'une institution, elle parle avec lui de ce sur quoi ce responsable d'institution, cette institution peut agir pour qu'elle puisse avoir satisfaction. Et lorsqu'elle a parlé au président de l'Assemblée nationale, c'est quand même l'Assemblée nationale qui a voté les lois correctives, complétives et autres là sur la protection de la femme. Voilà. Mais elle est allée dire, il y a un aspect qui a été oublié. Je reviens vous voir, vous qui êtes là, pour que vous puissiez faire ce qu'il faut. Et elle a même été courtoise et humble en disant tôt ou tard. Ça veut dire pour ne pas imposer un délai. Donc, et dit, c'est sur la base des plaintes que nous recevons. Et démontrer que ça impacte aussi les enfants, ce n'est pas que la femme. Ça veut dire que les professionnels des médias ont besoin de se réunir et que les présidents des fêtières soient des gens effectivement disponibles. Quelles sont les études que le CNPA a déjà commandité, par exemple, sur cette question? Quelles sont les études que l'UPMB et les autres associations? Moi, j'ai souvent dit, il y a une organisation qui n'est pas dans la liste des organisations des fêtières statutairement constituées, le PADEM. Mais que les gens laissent en train de combler le vide et vous ne savez pas faire là. Un jour, on va créer agence pour gérer les médias. Parce que si les vraies questions ne sont pas abordées, moi, et je dis déjà félicitations, excusez-moi que les autres m'excusent, je dis félicitations à monsieur Thibozo, Basile, et toute son équipe, qui font un travail formidable, et que les autres aussi se réveillent. C'est une femme qui est à la tête de l'UPMB, je la félicite, l'a tout dit, mais il faut qu'elle fasse plus. Je veux la voir au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Eh ben, vous l'avez dit, je crois qu'elle l'a entendu. Très rapidement. On ne saurait boucler ce sujet sans que je revienne un peu aussi sur la HAC.
Ouais, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en face d'une RAC nous sommes en train de tomber dans un piège. Comme c'est des médias qu'il s'agit, nous prenons tout le temps. Ouais, mais il faut qu'on il y a d'autres sujets quand même. On parlait d'autres sujets. Il y a quand même d'autres sujets à l'ordre du jour. C'est une fois par S'il an, vous plaît. parlons de nous. J'attire votre attention là-dessus. Oui, soufflons que les auditeurs nous écoutent au moins une fois. Sur ce qui nous concerne. Oui. Et donc, il faut que mais regardons le temps la RAC aussi. fasse l'effort de se Très voir rapidement. effectivement comme une institution protectrice de la presse béninoise. Aujourd'hui, quand vous recevez un appel de la RAC, c'est tout le monde a peur. On dit L'audience publique. Il veut ça. Et donc, on voit au-delà d'une position de protectrice, on les voit comme des gens qui veulent encore nous arracher la fréquence, nous arracher l'autorisation. Et puis, il n'est seul que dans ça. Je voudrais vraiment que cette RAC nous aide. Il ne faut pas qu'il marche dans le pas des anciennes RAC. Oui, des anciennes RAC. Et savoir vraiment que nous sommes là d'abord pour les protéger. Pour les protéger. Et ils doivent les aider dans leur travail. Comme action la sensibilisation. C'est ça. Merci. Merci à vous. Je crois que le sujet il est très intéressant. Il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup trop de choses qu'on devrait pouvoir dire sur, bien sûr, ce vaste champ des médias. Mais on va y revenir dans d'autres émissions. Ce n'est pas la seule. Il y aura encore d'autres occasions pour en parler. Je l'espère. Ilayon Kenyon, nous irons maintenant sur le chemin politique. Le médiateur de la République a fini de recevoir les partis politiques. Il y en a qui y sont allés, il y a d'autres qui n'y sont pas allés, on en a discuté la dernière fois. Aujourd'hui, voilà le médiateur de la République qui est en fin de mission, on va dire, au niveau des partis politiques pour recueillir, quels sont leurs desiderata par rapport à une élection législative pacifique. Quel pourra être l'impact, en fait, de ce travail du médiateur sur les législatives? Je crois que c'est d'abord une très bonne démarche que ce médiateur a menée. C'est la première fois ou c'est l'une des rares fois? C'est l'une des rares fois. Je crois que c'est la première fois quand même. C'est la première fois qu'on a reçu chaque parti politique et discuté. Sinon, c'était souvent ensemble. Voilà. Et donc, de l'opposition comme de la mouvance, il est arrivé à consacrer son temps pour le recevoir chaque formation politique. Je crois que c'est une démarche à saluer. C'est une démarche a priori qui va dans la paix. Dans l'organisation des élections apaisées. Mais l'autre chose qui m'inquiète, sur laquelle j'ai un peu de réticence, est-ce qu'on l'a envoyé en mission ou bien il s'est envoyé en mission? C'est une grande question. C'est la réponse à cette question qui va nous déterminer si cette démarche... Non, mais on peut imaginer, on peut détecter. On peut détecter. On l'a envoyé en mission. Non, on peut détecter. Il est quand même médiateur de la République. Et le médiateur de la République prend toutes les mesures qu'il faut pour quand même que les partis, les différentes parties dans un cadre ou dans un autre puissent s'entendre et parler le même langage. Donc on peut comprendre que il s'est envoyé en mission. J'espère qu'il sera écouté par les acteurs potentiels de l'organisation des élections. D'abord le chef de l'État, parce que pour toucher à ces réformes, il faut qu'il dise son mot. J'ai entendu dire Umbedi qui souhaite qu'on fasse disparaître les 10%. Afin de valider un siège de député. Voilà aussi une très bonne proposition. Mais est-ce que ça sera écouté? Et donc, ce n'est pas recevoir les gens qu'il s'agit, mais c'est de mettre en application. Il y a les FCBE qui ont des inquiétudes, qui ont exprimé des inquiétudes. Qui justifié d'ailleurs. Ouais. Et donc, l'essentiel, c'est de voir, est-ce que les gens n'ont pas prêché dans le désert? C'est la suite, c'est ce qu'on fera de leur proposition qui nous montrera si cette démarche aura d'impact sur l'organisation apaisée des élections législatives ou pas. Il ne suffit pas d'aller de perdre tout son temps à l'hôtel, de faire déplacer les gens, mais il s'agit essentiellement de mettre en application l'essentiel, pas tout le monde, l'essentiel qui puisse amener la paix, qui puisse réunir le monde autour de nous. Nous avons perdu la joie qui nous animait quand on va aux élections. Le peuple béninois, à chaque période électorale, traversait une fête. C'était une fête, des caravanes passées. C'était la ferveur. Les gens étaient contents de voir les politiciens parler. Les gens sont très contents de faire l'alternance. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas et le Béninois a soif, le Béninois a la nostalgie de vivre l'élection véritablement apaisée dans son pays. Le Béninois veut revivre ce qu'on appelle élection. Et cette démarche, la fièvre électorale. La fièvre électorale, on la sent plus, on se dit maintenant l'élection c'est pour quelques-uns qui s'organisent et qui veulent aller faire leurs choses. Ce n'est plus la chose de tout le monde. Et je voudrais solliciter le sens de responsabilité du chef de l'État, le sens de clairvoyance du chef de l'État pour qu'il puisse écouter
le médiateur et mettre en application l'essentiel qui puisse réunir les Béninois autour de leur chose, qui est l'élection. C'est le peuple qui vote. Il faut que le débat démocratique revienne au Parlement. Il faut qu'on sente un Parlement vivant. Il faut qu'on sente de la contradiction au Parlement. Et vous vous souvenez un peu des passes d'âme à l'Assemblée nationale lors de la première, la deuxième législature. Avec l'Ambroise à Danclou, non? Voilà, les Bono à Moussou, les allégories. Voilà, donc c'était vivant. On sentait un débat démocratique, un débat hautement politique. Aujourd'hui, le débat n'existe presque plus à l'Assemblée nationale. Les votes sont opérés comme ça s'opère que vous voyez. Et donc, il faut que ça cela revienne pour que le Bénin reprenne sa place. Le Bénin, quand vous voyez un Béninois quitter le Bénin, c'est un député du Parlement béninois, il mérite respect et considération. Aujourd'hui, j'ai comme impression que ça se dégrade. Je ne dis pas que ça se paie, mais ça se dégrade. Je voudrais que cette démarche de médiateur connaisse l'adhésion des acteurs principaux des élections, notamment le chef de l'État, pour que l'essentiel, une fois encore, soit mis en application pour le bonheur de ce peuple. Alors, Julien Kiti, est-ce que là, sur la matière, dans ce que veut Hilarion Kenyon, ce n'est pas le leadership du médiateur de la République qui va vraiment fonctionner et permettre d'obtenir ce dont il parle? Je peux vous répondre, et presque frontalement, que ça va être même la personne, le leadership de la personne du médiateur de la République. C'est pas l'institution. Parce que lui-même. Oui. Si ça, quelque chose doit être gagné sur ce terrain. Parce que moi, personnellement, je trie, c'est bien tant que les gens se concertent, tant qu'il y a un pôle autour duquel les gens peuvent se réunir. Au moins, le médiateur de la République est là, il réunit les gens. Mais depuis que cette institution a été créée, quand elle n'était pas constitutionnalisée, même quand elle a été constitutionnalisée, elle a toujours fonctionné comme un médiateur qui traite des questions des citoyens, des gens qui ont des problèmes à leur carrière et qui va vers l'État. Exactement comme certains pans du travail du Conseil économique et social. Donc pour moi, le médiateur de la République ne s'est jamais positionné comme un médiateur politique, un médiateur du jeu politique, de l'arène politique. Là, il se le donne maintenant. Il se le donne, mais lorsque vous donnez un rôle à un moment donné crucial où c'est beau, on a beaucoup plus besoin de quelqu'un qui avait déjà ce statut pour booster. Nous sommes à 7 mois d'une élection. Mais ce n'est pas mauvais d'avoir tenté ça. Parce que là où il n'y avait rien, vous savez, il y a quelques années, il y a plusieurs années que le Bénin avait commencé par vivre une crise de personnalité charismatique. Tout à fait. Depuis la disparition de Souza, cardinal Bernadette Ganti. Voilà. Donc, on n'avait pas besoin d'un appareillage institutionnel formel avant de régler ces questions. On avait de Souza ou Ganti qui appelait le président de la République, qui appelait les leaders de l'opposition, qui disaient, les syndicalistes disaient, voilà ici, là où on veut aller. Donc, on ne leur demandait pas à Ganti quel est ton statut dans la République. Donc, le médiateur de la République interrogeait tout ce que quand Tévoidré a construit ça, quand il s'est battu pour qu'on le constitutionnalise, c'est parce que lui-même, tout puissant Tévoidré qu'il était, il sentait que quelque chose lui manquait encore. Il lui fallait avoir les prérogatives, le statut d'institution de la République avant de pouvoir faire passer certaines idées. Mais maintenant qu'on l'a obtenu après Tévoidré, ceux qui l'ont dirigé, ils ont leur mérite, mais ce n'était pas la taille de Tévoidré. Donc aujourd'hui, face au vide qui était là, et face à la suspicion, au climat de suspicion entre les acteurs de l'opposition et le pouvoir en place, les gens ne voient, le président de la République lui-même a tenté plusieurs fois de réunir des partis de la mouvance présidentielle et de l'opposition autour de lui. Vous vous rappelez l'invitation des partis politiques au palais de la présidence, dans le cadre, je crois, de l'organisation des élections législatives de 2019, où les partis politiques étaient allés là-bas. Mais après, qu'est-ce que ça a donné? Des gens ont commencé par dire, non, tout compte fait, le chef de l'État, il est leader par ailleurs de la mouvance présidentielle, donc... Les gens ne se retrouvaient pas. Très bien. Alors donc, que le médiateur de la République prenne cette initiative, moi j'en suis heureux, mais est-ce que ça va pouvoir régler les problèmes au degré où ils sont aujourd'hui, où ils se posent, point d'interrogation. Mais autre chose, il y a comme si la crise de personnalité continue d'empiéter sur l'application des dispositions de notre Constitution également. Vous savez, pour la première fois dans notre pays, et le chef de l'État, sous son régime, ils ont eu le mérite de le réussir, nous avons un chef de file de l'opposition. C'était dans la Constitution du Bénin. Et pourquoi aujourd'hui? Et quand vous lisez les textes, les prérogatives du chef de file de l'opposition, c'est un rapport avec le président de la République. Pourquoi aujourd'hui
On ne procède pas par là. Est-ce que pourquoi le chef de file de l'opposition n'a pas un charisme suffisamment fort pour que lui, en de pareilles circonstances, la loi dit qu'il doit être reçu par le président de la République et dit ses propositions. Et quand les deux discutent, ça devrait produire des effets assez positifs sur la question de décrispation de l'atmosphère politique, sur la question des goulots d'étranglement qui pourraient mettre en péril le processus électoral. Au moins, il y a un modus vivendi Maintenant, entre les deux qui intervient. C'est pour vous montrer qu'au-delà des statuts que vous avez, au-delà de ce que la loi ou les tests disent, il y a que le Bénin était habitué à avoir des hommes forts, des leaders. Et je ne voudrais pas... Mais qui ont disparu aujourd'hui. Je ne voudrais pas aller plus loin pour qu'on ait l'impression que j'ai quelque chose contre la personne du chef de file actuel de l'opposition. Il a le mérite d'inaugurer. Mais est-ce qu'il représente valablement toute l'opposition? C'est le moment de poser la question. Est-ce que M. Paul Onkpe aujourd'hui, s'il va rencontrer le président Patrice Talon, moi je suis... Est-ce qu'il portera la parole de toute l'opposition? Cette image-là va rassurer toute la classe politique. Est-ce qu'il porte véritablement les intérêts et... Qu'est-ce que vous lui reprochez? Non, ce que je suis en train de faire une analyse presque technique. Non. Ça m'a de parler. Bon, j'estime que le simple fait que il n'est pas, il ne se soit pas fait entendre suffisamment fort sur l'exercice de cette prérogative qui lui est donnée, je trouve que c'est un problème. Si moi j'étais à sa place, dans cette foulée, je vais rencontrer le chef de l'État d'abord. La loi me donne l'autorisation de lui écrire. Mais si l'État ne le reçoit pas. Si le chef de l'État ne reçoit pas le chef de file de l'opposition alors qu'il l'a demandé formellement et conformément à la loi, il a le droit de le dire. Et nous sommes dans un pays où, et je ne pense pas que le chef de l'État, là où il est, deuxième question, soit, Julien Kitty, contre deuxième question, une telle audience pour discuter d'un certain nombre de questions. Deuxième question, Julien Kitty, mais est-ce qu'il porte réellement la casquette du chef de file de l'opposition béninoise dans son entièreté? Sur la base des tests et sur tout ce qui doit être fait légalement pour qu'il y ait chef de file d'opposition, là c'est fait. Monsieur Paul Onkpe, que vous l'aimiez ou pas, il est chef de file de l'opposition. Oui. Maintenant, je vous dis, il y a ce que disent les tests. Il y a la question, il y a la question de la légalité. Oui, mais il y a la légitimité. Il y a la légitimité. Donc c'est la légitimité. Mon point de vue, alors, là encore, je m'autorise de vous le dire très clairement. Monsieur Paul Onkpe, non, attendez. Monsieur Paul Onkpe, je vais vous le dire très clairement, Monsieur Kenyon, parce que pourquoi vos yeux n'est pas légitime? Même votre question avec insistance pour dire pourquoi, quels sont vos reproches à Monsieur Paul Onkpe, je trouve cette insistance suffisamment vicieuse et je vais vous dire de façon frontale. D'où vient le vice? Non, le vice, c'est que il fait le choix délibéré, de ne pas reconnaître que quand on interroge l'histoire, le carnet d'adresse ou le parcours de M. Paul Onkpe sur le plan politique, ça ne fait pas... Vous êtes son agent, alors. Ça fait écureuil contre Real de Madrid. C'est le parti qui non, attendez. Quand vous prenez M. Éric Ondete, il est de l'opposition. Aujourd'hui, ils sont partis. Il n'a même pas d'élu. Mais quand vous le prenez lui-même, quand vous prenez Paul Onkpe, ça vous donne quoi? Non, attendez. Le problème, c'est la virulence. Non, ce n'est pas ça la virulence. On parle de légitimité. Aujourd'hui, Onkpe peut... Non, Onkpe, ce n'est pas ça. Il a son dynamisme. Le débat se mène entre les deux débatteurs. Quand on a dit qu'il faut sensibiliser les gens pour aller se faire enrôler, c'est quand même lui, Onkpe, qui a eu le mérite, lui seul, de faire toute une tournée. Les autres ont fait seulement des messages. Il a décrété. Et deuxièmement, il a reçu les moyens pour. Oui, mais il fait des Vous savez très bien que le statut de l'opposition, du chef de file de l'opposition. Et il a reçu les moyens. Des droits. Il a reçu les moyens aussi pour chercher et insister pour rencontrer le chef de l'État, pour que lui, chef de file de l'opposition, vienne nous faire une conférence de presse, par exemple, pour dire sur les problèmes, les inquiétudes, les appréhensions que les acteurs de l'opposition ont par rapport aux élections à venir. Et voici les fruits de mes discussions avec le chef de l'État. Et voici mes propositions. Donc, il se met beaucoup plus en position de syndicaliste, c'est-à-dire politique. Lui qui défend les intérêts, il ne doit pas oublier qu'il n'est pas là que pour FCBE. C'est ça la difficulté. C'est justement le sens de ma question. S'il avait un parcours sur le plan de la légitimité, sur le plan de la légitimité, oui. Il est encore en train de rechercher et d'expérimenter cette légitimité-là. C'est pourquoi il rencontre des gens comme Irénée Agossa, et c'est eux qui veulent lui faire des leçons de stratégie maintenant, au sortir qui parle plus que lui-même. Il va y arriver. Peut-être que ce serait tard. Julien Kitty, nous allons laisser Hilarion Kenyon parler maintenant. De voir que le chef de file de l'opposition entame une tournée
à l'endroit des autres partis de l'opposition, c'est pas une faiblesse, c'est pas qu'il est en quête de sa légitimité. Moi, je crois qu'il faut voir ça dans l'aspect de ce qu'il est en quête de sa légitimité. C'est normal. Pour aller vers le chef d'État, tu as réclamé tout à l'heure, avec insistance, qu'il faut qu'il rencontre le chef d'État au regard de la loi. Et de nous rendre compte. Alors, pour aller, il faut aller en quête. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut porter la voix des opposants. De l'opposition. Oui, tout entière. Il est en retard. Non, écoutez, vous n'avez pas son calendrier. C'est comme vous dites au BA, il est en retard sur telle ou telle action. C'est des partis qui sont organisés, qui ont leur programme. Donc c'est à eux de savoir dans leur calendrier, c'est à tel endroit, à telle heure que je vais faire telle chose. Et donc, laissez pas, on n'a peut-être pas la chance de parler comme tu parles, de parler comme Eric Rouneté parle. Chacun a là de parler. Mais ce qui te consacre chef de file de l'opposition, malheureusement, c'est lui qui a rempli les conditions. C'est lui, le seul parti de l'opposition qui a des élus. Même s'il n'y a pas de députés, c'est le seul parti de l'opposition qui a des maires, qui a des conseillers communaux. Et donc, c'est vrai qu'il aurait pu avoir député, il aurait pu avoir, mais ça aurait pu être Eric Rouneté à sa place, parce que vous admirez peut-être la manière d'Eric de parler. Ou ça aurait pu être, qui encore, Agossa, comme. Irénée Agossa. Que vous admirez bien. Ou Expérience Tébé. Et donc, qui met l'essentiel pour nous aujourd'hui. Il faut pas, c'est vrai que moi, je reproche beaucoup de choses à l'opposition. Beaucoup. Mais quand une initiative est prise pour aller dans le sens de la fédération des efforts afin de former parce que ensemble, on est toujours fort. J'ai toujours dit ici que si l'opposition va telle qu'elle est en train de partir, ils vont sortir divisés. Ce sera zéro. L'UP, le BR au Parlement d'après janvier 2023. C'est pas de la sorcellerie. C'est ça qu'ils ont déjà commencé par faire leur déclaration. Vous avez commencé par les aider dans ce sens. Donc l'essentiel, non, notre démocratie va en partie. On en parle déjà, mais il ne faut pas qu'on en parle davantage. J'ai toujours dit ici, il faut que le débat soit mené au Parlement. Le Parlement, c'est un lieu par excellence de la politique. C'est un haut lieu de politique. Ce n'est pas, ça n'arrange pas, ça n'arrange personne que notre Parlement soit un Parlement où, bon, il n'y a plus de débat, il faut voter, on vote. Personne n'a la volonté, il n'y a pas de la contradiction, c'est de la contradiction que jaillit la vérité. C'est pas la contradiction, il y a de l'obscurité. On ne connaît rien, on ne sait rien. Donc nous avons tous intérêt, toi en tant que journaliste, moi en tant que journaliste, et le peuple béninois tout entier a intérêt à savoir ce qui passe dans le pays. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on sache ce qui se passe, mais on nous fait entendre, on nous fait voir ce qu'ils veulent qu'on voit, on nous fait entendre ce qu'ils veulent qu'on entende. Parce qu'en absence de l'opposant... vous n'allez pas dire ça. Vous êtes journaliste. Vous êtes directeur de publication d'un journal bien lu. Au Parlement aujourd'hui, vous pensez que les journalistes sont encore assez dans la salle, mais vous n'êtes pas informés. Il y a des journalistes parlementaires. Mais non, aujourd'hui, il n'y a plus assez dans la salle. Ils n'écoutent même plus les débats. C'est la radio qui vous relaie ce qu'ils veulent que la radio relaie. Et on sélectionne quelques-uns pour entrer quelque part pour écouter ce que les gens disent. Ce n'est plus comme hier. Ils ont mis comme par avant Covid et donc profiter pour liquider les... Mais Covid est en train de dégager. Bref, c'est pour dire aujourd'hui, on nous fait entendre le débat parlementaire qu'on veut qu'on entende. Parce que le débat parlementaire véritable est absent. Le débat parlementaire ne peut exister que quand il y aura de la contradiction. Et vous savez avec moi que la contradiction n'existe plus. Elle est conjuguée au passé depuis fort longtemps. Il faut que ça revienne. Il faut que ça revienne pour le bonheur du peuple béninois, pour le bonheur de notre démocratie. Personne n'a rien à gagner dans la situation que nous vivons là. Rien du tout. Et donc, il faut que le médiateur soit écouté. Puisqu'il a écouté les chefs de partis politiques. Mais est-ce que le chef de l'État est tenu de prendre en compte les propositions du médiateur de la République? Aucune loi de la République ne l'oblige. Mais tout ce qu'on dit, c'est au nom de la paix, c'est au nom de la démocratie. C'était la seule chose que le Bénin vendait. C'est la démocratie. On n'a pas de ressources minières, on n'a rien, on n'a pas de pétrole, on n'a rien. On ne vend que la démocratie, c'est-à-dire, on ne vend que notre liberté de nous exprimer, d'écrire ce que nous voulons, de dire ce que nous voulons. Mais en respectant la loi. Absolument. Mais je veux dire, ça a tendance à disparaître. Le Béninois a peur aujourd'hui d'écrire quelque chose sur Facebook, sur WhatsApp, on peut l'arrêter demain. Donc, il faut que cela revienne. On dit on va aux élections, c'est deux partis politiques qu'on retrouve au Parlement. Vous pensez que c'est content? Quand on dit ça, moi j'ai la chair de poule. J'ai comme l'impression que quelque chose veut m'arriver de très mauvais. Et donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que le chef d'État, que le gouvernement donne des dispositions digestes
pouvoir permettre aux partis politiques d'aller aux élections. Cette barrière, Julien Kitty disait, oui, tout à l'heure, en micro, oui, il disait que c'est parce que BR et UP sont les deux partis qui remplissent les conditions qu'il faut. Oui, c'est vrai, sur les papiers, les gens ont voulu que ce soit les deux partis qui remplissent les conditions. Les gens l'ont voulu. Vous avez la réponse. Que les mêmes personnes qui l'ont voulu veuillent que d'autres personnes participent à ça aussi, pour que vive notre démocratie. Ils peuvent ouvrir et avoir la majorité, ils ont travaillé. Il y a des voix partout, il y a des goudrons partout, il y a la cherté de la vie qui est contrée, ils ont quand même contré beaucoup de choses. Donc ils permettent maintenant que le débat démocratique soit mené. Parce que ça, on comprend que on bouge certaines voies pour faire des réformes. Mais une fois les réformes connaissent l'adhésion du peuple, ouvrez pour que les élections aient lieu véritablement. Et là, on va porter les gens en triomphe. Mais que les gens n'aient pas peur d'être portés en triomphe. Puisque les gens ont dit, au terme de mandat, je serai porté en triomphe. Mais c'est le temps d'être porté en triomphe. C'est le temps d'ouvrir l'élection véritablement, de sauter les verrous pour qu'on puisse voir véritablement que la mouvance à 70% des députés au Parlement, ou 80% au Parlement, qu'on arrête avec la tricherie et que vive la démocratie véritablement. Vive la démocratie, Hilary Onkeyon, Julien Kitty, je ne vous laisserai pas continuer sur ce sujet parce que nous sommes pratiquement à quelques minutes de la fin de ce débat. Mais on va quand même pas finir ce débat sans aller à l'international. Vos frères, nos frères, les Maliens, sont encore, comment dirais-je, encore maille à pâtir avec la France. Il y a eu une escalade cette semaine. Bon, je vous dirais, pas indiscipline, que la démocratie béninoise va continuer à vivre. Elle vit déjà. Oui, elle va continuer à vivre. On veut qu'elle vive mieux. Que les lois qui sont en vigueur dans notre pays soient respectées. Respecter les lois, c'est également faire de la démocratie. Et que quiconque se sent brimé dans la jouissance des effets positifs de la loi en vigueur puisse utiliser également là, vous êtes sentencieux, les recours que les mêmes lois lui donnent pour pouvoir s'en sortir. Le plaidoyer que nous faisons dans un débat comme ça. Répondez maintenant à ma question. C'est très bien. S'il vous plaît. Hilary Onkeyon. Peut-être qu'après ce Hilary Onkeyon. Je prends, plus proche de ceux qui gèrent le pays que toi. Je prends maintenant la direction des débats. Je vous laisse pas finir. Hilary Onkeyon, laissez tomber. Allons directement au Mali, s'il vous plaît. On a fini avec ce débat. Non, en fait, pour arriver au Mali, moi je suis pas surpris. Est-ce que vous rêviez que les situations de brouille entre le Mali et entre Bamako et Paris s'en arrêtent au départ de la force Barkhane? Départ forcé, difficile. Non, j'aimerais bien que vous appréciez un peu, comment dirais-je, cette espèce de réponse du berger à la bergère entre la France et le Mali. Non, je trouve que ce n'est même pas nouveau. Et vous avez vu les mêmes acteurs presque les mêmes acteurs monter encore au créneau. Vous savez, Assimi Goïta ne parle pas beaucoup. Et il a trouvé un excellent ministre des Affaires étrangères. Qui lance les bolides. Oui, et qui a été, et ça je vais jamais l'oublier, qui a eu de la fierté, de l'intelligence, de bagou pour dire au ministre, à son collègue français, qu'ils ont fait quand même les mêmes études et qu'il faut qu'il le respecte. Et au-delà de sa personne qui respecte son pays. Alors, je pense là, il a bien dit. Oui. Et donc, ça continue. Et toutes les fois que il y a eu des situations où vous avez eu des autorités françaises qui ont eu des écarts de langage vis-à-vis ou des postures pour regarder les autorités maliennes avec condescendance, eh bien, vous l'avez vu monter au créneau. Mais un bon diplomate, il a encore su trouver les moments d'accalmie où ça fonctionne en douce. Vous voyez, à des moments donnés, on n'a plus l'impression qu'il n'y a plus de passe d'âme, mais alors que ça continue de se gérer en douce. Et c'est pourquoi, pendant que le Mali durcit le ton, le Mali trouve la possibilité de faire quelques communiqués encore pour dire nous sommes disposés à discuter avec la CEDEAO, nous sommes disposés à discuter avec toute la communauté internationale. Même quand le ministre chargé de collectivités territoriales, qui est un colonel, vient à la télévision malienne pour passer un communiqué pour dénoncer la violation de l'espace aérien du Mali par les forces françaises, il finit en disant nous voulons
nous sommes disposés à discuter avec toute la communauté internationale, mais nous voulons que ce soit d'égal à égal, nous voulons que notre souveraineté soit respectée. Et après l'élection de Emmanuel Macron, moi je m'attendais à ce que il y ait de part et d'autre une manière de soit d'accueillir Emmanuel Macron ou que Emmanuel Macron dise pas personne interposée, bon, j'ai repris du souffle et maintenant je ne vous lâche pas. Parce que avant sa réélection, Macron n'avait pas forcément, il taclait, mais il n'avait pas forcément la même énergie pour le faire. Parce qu'il devrait se préoccuper également de sa réélection. Et s'il n'était pas réélu, toute la bataille contre le Mali allait prendre une autre dimension. Et donc moi je pense que les Maliens sont restés constants. Et tout le monde s'attend à ce que le Mali baisse la garde. Et je pense qu'il ne faut pas le faire. Maintenant, j'ai l'impression que le diplomate malien, toujours dans sa diplomatie là, essaie quand même de ne pas perdre de vue le fait qu'au-delà de la Russie, il doit y avoir d'autres soutiens. Et ce qui a été interprété par certains comme on va sortir de ce studio, mais passe à votre avis sur la question. Moi, je crois qu'il faut plutôt prier pour le Bénin. Et je vois tel un visionnaire que le Bénin risque d'être victime dans le futur du divorce entre le Mali et la France. Comment? Les premiers éléments des forces Barkhane ont atterri au Bénin il y a 72 heures déjà. Vous avez vu ils sont plus au Niger? Les camions sont déjà venus au Bénin il y a 72 heures déjà. Ils passent par le Bénin pour le Niger? Non, c'est pour s'installer au Bénin déjà. Pourquoi? Ils vont s'installer déjà dans le nord Bénin. Et donc, ils vont rester ici. Ils vont s'installer dans le nord Bénin pour contrer les djihadistes, a-t-on dit. Wow. Et j'espère que ce serait un bon mariage, contrairement au mariage qu'on a observé au Mali. Alors, je voudrais respecter la hauteur d'esprit des Maliens. Vous savez qu'une délégation malienne séjourne au Togo depuis avant-hier. Tout à fait. Pour demander au chef d'État togolais de les accompagner dans la médiation avec la France et la CEDEAO. C'est des gens qui ont la tête en place. Et quand vous êtes dans un mariage avec une femme ou avec un homme et que ça ne va plus, c'est pas parce que vous cessez les liens de mariage que les liens de fraternité ne vont plus exister. Non. Et c'est en cela qu'il faut remercier les autorités. Il faut féliciter les autorités maliennes. Refuser les liens de mariage avec la France ne veut pas dire qu'ils ne sont plus des amis. C'est la France qui voit mal cette rupture-là. Un ex, c'est quand même... on est toujours liés. J'ai tout lié ensemble. Voilà, toutes les choses qu'on peut faire ensemble. Regardez ces Africains-là, avec leurs idées africaines. Merci quand même d'avoir été avec vous. Non, si vous permettez quelques secondes, pour dire que ce n'est pas anodin que ce soit vers le Togo que les autorités maliennes se sont dirigées. Vous savez, lorsque la CEDEAO était en train de punir le Mali, le président togolais de sa génération de jeunes par rapport à ceux qui ont pris le pouvoir au Mali et même par rapport à la Guinée avait plus de proximité. Voilà, il avait déjà tranché avec la position des autres en rendant une visite aux autorités maliennes. Donc il y a une génération qui se parle. Et donc Faure Gnassingbé, avec sa génération, je pense que il peut être vraiment la personne indiquée pour prendre son bâton de pèlerin, parler à Ouattara, parler aux autres. Mais maintenant, il fallait qu'il reçoive cette légitimité-là pour le faire. Parce que le fait que, c'est ceux qui se sont dit ça en coulisses, mais le fait que les autorités maliennes se déplacent vers lui, c'est comme si, c'est parce qu'on est venu me demander officiellement de jouer ce rôle que je le joue. Et donc, chers aînés, chers vétérans, encore qu'il est vétéran, tout jeune qu'il soit, il est vétéran parce qu'il a pris quand même le pouvoir. Ça fait quand même un bon bout de temps, hein. D'ailleurs, il est établi que dans la sous-région, si on ne regarde pas son âge, si on regarde sa longévité au pouvoir, il est doyen. Voilà. Merci à vous. Merci, chers débatteurs. C'est la fin de ce point 7, ce numéro de point 7 pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. À vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h.